La pensée complexe, telle qu'elle a été développée par Edgar Morin, est une manière d'aborder et de traiter les problèmes de la société qui se distingue des méthodes rationnelles classiques, et en particulier de la pensée cartésienne, avec laquelle nous avons l'habitude de réfléchir, de décomposer, de simplifier un problème, au risque de le réduire et d'appliquer des solutions à terme qui pourront se révéler inefficaces. La pensée complexe n'est pas une méthode ou une méthodologie dont il suffirait d'appliquer une liste de règles. Il s'agit en premier lieu d'un modèle mental, une façon de penser afin de faire face à des phénomènes complexes. Dans le domaine scientifique, elle peut être vue comme un aboutissement de la manière avec laquelle la pensée scientifique elle-même a évolué depuis le XIXe siècle. Aussi, afin de comprendre comment elle peut être mobilisée dans la recherche, il est important de la situer dans les différents courants épistémologiques qui se sont développés. Découvrons donc quel est ce paysage épistémologique et les différents courants de pensée sur ce que devrait être l'objectif de la science et la validité des connaissances produites par les chercheurs. Ces paradigmes peuvent se distinguer selon deux grands courants, le réalisme et l'idéalisme. Le réalisme s'appuie sur des philosophes comme Aristote, Thomas d'Aquin, John Locke et surtout René Descartes. Le réalisme postule l'existence du monde et des phénomènes qui nous entourent de manière indépendante des individus qui les observent. En d'autres termes, le réel n'a pas besoin de nous pour exister. Sur un plan épistémologique, le réel revient à considérer que l'être humain doit s'efforcer de découvrir, au moins partiellement et progressivement, les propriétés objectives, ontologiques, des objets et des phénomènes qui l'entourent et qui l'étudient. Les théories scientifiques doivent donc être le reflet pur et parfait de la réalité telle qu'elle est. Bien que le terme épistémologie ne soit apparu qu'au début du XXe siècle, le premier des paradigmes remonte au XIXe, par les travaux d'Auguste Comte. Il s'agit du positivisme. À l'époque, l'ambition du philosophe était d'œuvrer à une éducation de la société française non réservée aux élites et qui serait émancipée des mythes religieux dans lesquels beaucoup de croyances populaires restaient ancrées, en astronomie, en physique notamment. Pour Auguste Comte, les connaissances ne pouvaient être valides que si on ne pouvait les observer, les vérifier réellement. Le cercle de Vienne, qui rassembla des physiciens et des philosophes de l'université du même nom, a en quelque sorte radicalisé le positivisme, en postulant, entre autres choses, que seule l'observation et l'expérimentation étaient les moyens fiables, sûrs de découvrir des théories, des lois stables, et que toutes les disciplines scientifiques, qu'elles soient des sciences naturelles ou des sciences sociales, devaient se conformer à cette méthode. Pour le positivisme, nous pouvons retenir que l'objectif de la science est d'expliquer les phénomènes naturels ou sociaux et que l'on va, pour cela, les considérer comme des sortes de mécaniques mues par des liens de cause à effet entre les différentes parties qui les composent et qu'il s'agira d'expliquer, d'évaluer, de mesurer les liens entre ces différents composants. Ceci est censé permettre de découvrir, de produire des lois, des théories stables, voire si possible universelles. Ce qui implique bien sûr que le chercheur n'exerce aucune influence sur le phénomène qu'il observe. L'épistémologie idéaliste, quant à elle, défend la primauté de la pensée humaine sur l'existence des choses. Sa genèse remonte jusqu'à Platon, avec la doctrine essentialiste, qui invitait déjà à l'époque à douter de ce que nos sens nous transmettent de la réalité des choses, et à douter également de ce que notre propre pensée permet réellement de comprendre. Selon ce courant, l'être humain ne fait qu'interpréter les phénomènes qui nous entourent, si bien que seules sont réelles les idées humaines grâce auxquelles nous pouvons comprendre le monde. Le terme idéaliste fait d'ailleurs référence à cette notion d'idée. Il s'agit donc de relativiser la portée des connaissances humaines et scientifiques.
En tant que paradigme, l'interprétativisme n'est apparu dans les écrits qu'à partir de 1979 avec les travaux de Burrell et Morgan. Le chercheur ne fait qu'interpréter les phénomènes naturels ou sociaux qu'il étudie. Et il est utopique de considérer qu'il puisse être neutre. Par sa seule présence, il influence son objet de recherche et par ses croyances, ses intuitions, ses connaissances, son expérience, il influence l'explication qui peut en être faite. Dès lors, l'objectif de la recherche est de proposer plutôt une compréhension d'un phénomène en ayant conscience de son caractère provisoire et limité. Le constructivisme, enfin, se distingue de l'interprétativisme, notamment en faisant davantage sien de cette inséparabilité entre le chercheur et le phénomène observé. Notons qu'entre ces deux grandes familles de courants de pensée, un paradigme que l'on peut qualifier d'hybride a vu le jour à partir des années 70. Il s'agit du réalisme critique. Toutefois, comme nous allons le voir, le constructivisme ne rejette pas les principes des doctrines réalistes. Il en relativise la portée, en particulier lorsqu'il s'agit d'étudier des phénomènes complexes. Découvrons donc ce paradigme qui a été le berceau au développement de la pensée complexe. Parmi les auteurs que l'on peut considérer comme précurseurs du constructivisme, on peut retenir Jean Piaget. Selon lui, la connaissance n'est pas qu'une question d'interprétation par le chercheur. C'est une véritable construction sociale entre les individus pour faire sens des phénomènes étudiés. De plus, cette compréhension passe moins par la perception que par les actions que le chercheur va opérer sur le phénomène qu'il étudie afin de voir comment celui-ci réagit, évolue, se transforme. À une explication statique d'un phénomène, on préférera une compréhension de sa dynamique. Von Kaisersfeld, avec ce qu'il nommera le constructivisme radical, c'est-à-dire un paradigme fidèle aux idées de Jean Piaget, développera cette idée du chercheur qui n'est pas un simple observateur passif du phénomène étudié, mais au contraire un acteur de son changement. Les méthodes comme la recherche-action ou la recherche-intervention, telles qu'elles sont utilisées de nos jours, font d'ailleurs écho à ces principes. Mais le constructivisme est avant tout une manière de modéliser le phénomène que l'on étudie. Ainsi, Jean-Louis Lemoigne a-t-il développé, dans la continuité de ses prédécesseurs, la modélisation systémique, qui considère qu'un système ne peut être analysé ni à partir des parties qui le composent, ce qui est le principe individualiste, ni à partir du système dans sa généralité, ce qui est le principe holistique. Mais qu'il s'agit au contraire de l'étudier dans la conjonction des deux niveaux, analyser à la fois le tout et les parties, le local et le général, avec leur singularité, leur ressemblance et l'entremêlement de leurs relations avec l'environnement dans lequel le système se développe et produit ses propres objectifs. D'où un constructivisme dit téléologique. Cette notion d'entremêlement des liens entre les éléments qui composent un système et les dépendances qu'il entretient avec son environnement est une des principales caractéristiques d'un système dit complexe. La pensée complexe d'Edgar Morin, sans rejeter les paradigmes alternatifs que nous avons présentés, relativise leur portée. Elle s'inscrit dans ce paradigme constructiviste. Toutefois, Edgar Morin se plaira à se définir comme co-constructiviste. En effet, selon lui, la connaissance n'est pas le seul fruit d'une construction de l'esprit sur le monde, mais une interaction, une collaboration évolutive entre le monde extérieur et notre esprit. L'esprit n'est donc pas une instance suprême. Le co-constructivisme dépasse l'alternative réalisme-idéalisme. D'un côté, on ne peut traduire le réel que par nos esprits, notre langage. De notre côté, les idées, tout en étant les produits de nos esprits, prennent la forme d'une réalité et dominent, asservissent nos esprits dont elles sont pourtant les produits. En d'autres termes, le co-constructivisme
postule l'inséparabilité du réel et des idées.